Le Maroc est en cours de réaliser une véritable transformation de son système de santé. On est clairement dans une dynamique de Universal Health Coverage, donc de couverture médicale obligatoire pour tous. Non, ça se passe ici, il faut qu'on le fasse ici, et d'autant plus qu'on a tout le potentiel pour le faire. L'heure des experts avec l'EM, les entreprises du médicament au Maroc. Bonjour à vous tous, Jaitex Santé Africa, nous sommes au cœur de Casablanca, nous sommes à l'Office des foires expositions donc de Casablanca et nous parlons aujourd'hui de la santé au Maroc. Entre réforme, innovation et souveraineté, quel modèle pour demain? Et nous sommes évidemment à l'heure des experts, une émission qui décrypte la transformation du système de santé marocain, le rôle de l'innovation, ce qui est encore beaucoup plus important, les enjeux de souveraineté sanitaire ainsi que la construction, on va dire, d'un modèle marocain performant et durable. L'enjeu, vous l'avez compris, c'est de transformer en profondeur le système actuel. Voilà un sujet important, un sujet d'importance à la mesure de la volonté exprimée en haut lieu de rehausser évidemment la dimension santé dans notre pays aux standards internationaux et lui redonner enfin ses lettres de noblesse. Et pour en parler, justement, nous sommes avec le docteur Amin Sakhri, président du LEM, des entreprises du médicament du Maroc. Nous sommes également avec le professeur Saber Boutayeb, directeur du centre Mohamed VI pour la recherche et l'innovation. Et nous sommes enfin avec Youssef El Fakir, chercheur en politique de santé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. La question d'ouverture, je dirais pratiquement, j'ai utilisé volontairement le mot système. Le Maroc est-il en train de changer de système ou simplement de s'adapter à la conjoncture actuelle qui se pose à lui? Quelle réponse? Allons-y, on va ouvrir le feu. Bien évidemment. Non, je pense que les choses ont été mises en place depuis quelques années déjà. Depuis la loi cadre 622, le Maroc est en cours de réaliser une véritable transformation de son système de santé. Donc on ose espérer que finalement ce n'est pas des réformettes, mais c'est une véritable réforme. Bien évidemment, le temps institutionnel n'est pas celui du temps de la mise en place. Il y a encore quelques hésitations, il y a encore des textes de loi qui tardent à venir, mais il y a une volonté politique de très haut niveau qui fait qu'elle est la garante de cette vision royale. Et donc le Maroc est en début d'une réforme qui tarde, certes, qui n'est pas complète, bien évidemment, puisqu'il y a encore des éléments manquants. On parle de la haute autorité, on parlera d'autres, mais on est forcément sur la bonne voie. Professeur Boutayeb, justement, que veut dire aujourd'hui, si on doit apporter peut-être une explication la plus, j'allais dire, la plus plausible, la plus réelle, qui collerait en tout cas à la définition en elle-même, que veut dire aujourd'hui accès aux soins? Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? D'autant plus que c'est une option, c'est un cap qui a été tracé de façon à généraliser cet accès aux soins le plus largement possible. Alors, merci tout d'abord pour l'invitation. Je pense que la thématique d'accès aux soins, elle est à la fois quantitative et qualitative. Donc, lorsque on parle d'accès aux soins, évidemment, les aspects quantitatifs sont la partie, ou en tout cas le pourcentage de la population qui aurait accès aux soins. Et là, on est clairement dans une dynamique de Universal Health Coverage, donc de couverture médicale obligatoire pour tous. Elle est en déploiement, n'est pas tout à fait parfaite aujourd'hui, mais elle va l'être rapidement. Donc en tout cas, la dynamique va dans ce sens. Le deuxième point, il est toujours quantitatif. C'est on va dire, la nature des soins, le pourcentage des soins qui sont couverts totalement versus ceux qui seraient couverts par un régime dérogatoire ou par un remboursement partiel. Là où encore, donc, il y a une profonde réflexion justement pour permettre un accès qui soit le plus équitable possible, qui soit sustainable, que dans la durabilité, le système de soins puisse se financer. L'autre versant, il est qualitatif et je pense que c'est à celui-ci qu'on doit faire le plus attention parce qu'on peut avoir une vision macro
c'est très bien, mais on ne doit surtout pas oublier les niches, certaines maladies rares qui peuvent passer sous le radar, qui peuvent avoir besoin d'une personnalisation de leur accès aux soins, certaines populations vulnérables qui peuvent avoir en théorie un accès aux soins, mais pour pouvoir y accéder, on peut avoir ce qu'on appelle des coûts indirects de transport, d'éloignement vis-à-vis de ces centres. Donc il y a cette deuxième couche qui est qualitative. Je pense qu'il y a pour ce deuxième point aussi une profonde réflexion. En tout cas, on sent chez les différents intervenants qu'on n'est non pas dans uniquement une réforme paramétrique, mais qu'on est dans un changement de dogme, un changement de vision, une stratégie pour construire non pas un projet de santé, mais un projet sociétal. Mais quand on parle d'accès aux soins, les Marocains qui nous écoutent en ce moment ont surtout comme référence l'accès aux soins en termes de maladies primaires, je dirais. C'est surtout cela le plus important pour eux. Vous avez évoqué certaines maladies, effectivement, qui demandent une couverture, peut-être un accès qui est beaucoup plus important parce que ce sont des maladies quand même assez coûteuses. Mais pour la majorité des Marocains qui nous écoutent, c'est vrai que pour eux, la priorité des priorités, c'est l'accès aux soins, les maladies primaires. Tout à fait. Alors pour les maladies primaires, ce dont on a besoin, et là je vais mettre ma casquette recherche, il faut en fait un tableau de bord. Donc on peut avoir un ressenti, mais il faut qu'il soit démontré. Le ressenti peut être positif ou négatif, mais il doit être démontré. C'est à travers des cohortes qui peuvent être hospitalières ou de population, qu'on peut juger, si on prend par exemple sur les maladies rénales, aujourd'hui un excellent projet qui est construit avec la Société marocaine de néphrologie, mais avec le support d'un industriel, on peut le citer, donc AstraZeneca, de telle façon à pouvoir bénéficier de fonds et pouvoir suivre justement quel est le devenir de ces patients qui ont des maladies rénales chroniques. L'utilisateur final, c'est qui finalement? L'utilisateur final, c'est l'autorité publique qui va trouver des datas de qualité. C'est les praticiens qui vont pouvoir juger leurs best practices. Est-ce qu'elles sont aux normes ou elles ne sont pas aux normes? Et in fine, le citoyen est gagnant. Tant qu'on commence à mettre une couche de recherche et d'évaluation, et elles vont de pair. La recherche n'est pas une recherche, on va dire, coupée de la réalité. C'est une recherche pratico-pratique dans ce sens. C'est plus, on va dire, une recherche appliquée qui vise à créer de l'évidence et qui visera justement à désigner quelles sont les populations de nos concitoyens qui n'ont pas un accès optimal et pouvoir faire les corrections nécessaires. Docteur Sakhri, quand on parle effectivement d'accès aux soins, immédiatement, on songe à l'autre partie qui est quand même assez importante. Là, on a pris en considération la prise en charge pratiquement de certaines maladies. Qu'en est-il du mouvement de tout ce qui est médicaments? Je rappelle que vous êtes président du LEM, des entreprises du médicament au Maroc. Il y a effectivement une avancée considérable avec la création de l'Agence marocaine donc, du médicament. Est-ce que le mouvement effectivement suit? Est-ce qu'il est à la hauteur de la demande? Effectivement, il faut, je pense, voir l'accès aux soins dans sa globalité, voilà. Et ça inclut le médicament. Donc le médicament est un poste, si on prend le remboursement, qui représente beaucoup. En tout cas au Maroc aujourd'hui, on est peut-être au-dessus des normes, mais il faut investir aussi dans tout ce qui est soins primaires, tout ce qui est prévention, tout ce qui est amélioration de la prise en charge pour faire en sorte qu'on puisse que ce poste-là arrive à des proportions telles qu'on le voit dans d'autres pays. Effectivement, ça reste un poste très important parce que c'est le cœur de la prise en charge, si on peut dire. Ça repose beaucoup sur le traitement médicamenteux et forcément, il faut voir comment ce médicament va contribuer à améliorer la santé du citoyen. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une approche tournée sur la valeur, sur l'innovation et l'intégration de l'innovation dans le système de santé, pour la simple raison qu'aujourd'hui, la population marocaine est en croissance, mais en même temps, cette croissance et le taux de natalité est en baisse. En 2050, c'est ce qu'on dit, la population va commencer à diminuer. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec une population qui est peut-être un peu
vieillissante. Et qui demande un peu plus de soins. Exactement. Elle a intérêt à être en bonne santé. Voilà. Sinon, elle va devenir un fardeau qui va coûter très cher à l'État et il n'y a pas assez d'actifs qui vont financer tout ça. Et c'est généralement le cas. Absolument. Et donc, c'est tout l'intérêt d'investir aujourd'hui dans l'innovation qui est produite par nos laboratoires, entre autres, pour faire en sorte que cette innovation puisse aboutir à traiter des maladies, à réduire les complications, à raccourcir parfois les durées de traitement, à réduire les coûts de traitement sur certaines. Parce que quand on passe d'une forme injectable à une forme comprimée ou des formes espacées, c'est aussi ça l'innovation, au-delà des innovations qui apportent un impact direct en termes d'efficacité, mais il y a aussi une certaine qualité de vie et un impact aussi indirect qui est sur les ressources utilisées au niveau des structures hospitalières et aussi celles qui coûtent cher pour les organismes d'assurance. Et donc c'est important d'intégrer l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, avec la transformation que vit le Maroc sur le système de santé, dans ses lois, dans sa gouvernance, avec les GST qui se mettent en place, avec des institutions telles que l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé et l'HAS sur laquelle on compte beaucoup. Aujourd'hui, elle n'est pas opérationnelle, mais on espère qu'elle le sera très très vite pour qu'on puisse accompagner cette transformation du système de santé. Vous avez parlé de système tout à l'heure, c'est effectivement ça, parce qu'on a plusieurs éléments qui s'imbriquent et qui ont intérêt à tous travailler en même temps pour que on voit l'impact de manière réelle. Vous avez raison de souligner l'importance de l'innovation. Qu'en est-il véritablement de la recherche? Est-ce qu'on peut parler de souveraineté? Est-ce que le Maroc a une certaine souveraineté en matière justement de produits pharmaceutiques, par exemple? Pour l'industrie pharmaceutique, on a surtout un énorme potentiel. Aujourd'hui, pour avoir travaillé avec plusieurs centres, on a des centres de renommée mondiale qui ont des capacités. Et dans la recherche, il y a quelques éléments qui sont clés. Et l'élément le plus central dans la recherche, c'est les compétences humaines. Et on a ces compétences. Aujourd'hui, on a des infrastructures. Les fondations, c'est un bel exemple avec le Centre Mohamed VI de recherche et d'innovation. On a les universités. Donc le potentiel est là, l'infrastructure est là. Néanmoins, si on voit notre production de recherche, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer pour le futur si on prend en considération ce potentiel-là. Donc, on est peut-être là où on est aujourd'hui, mais on regarde le futur et je pense qu'on a quelque chose à jouer par rapport à ça en travaillant sur les éléments qui sont importants pour encourager, redynamiser la recherche. Premièrement, c'est les lois. La deuxième chose, c'est redéfinir le législatif, les lois. Le volet législatif. Il y a le volet gouvernance et gouvernance dans l'agilité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des lois qui encouragent la recherche, qui encouragent le développement d'une économie de recherche. On ne fait pas de la recherche académique, mais aller sur l'industrialisation de la recherche. Ce que font d'autres pays tels que la Turquie, tels que l'Ukraine, avant la guerre, tels que beaucoup d'autres pays, le Brésil, ils ont développé une économie de recherche qui génère beaucoup d'argent pour l'économie nationale, en plus de l'intérêt sur la médecine d'excellence, parce que la médecine d'excellence, elle repose essentiellement sur la recherche. Et ça, c'est très important. C'est tous les paramètres et les impacts que peut avoir le secteur de la recherche comme impact. Docteur Al-Farkher, justement, j'aurais voulu savoir quel est votre regard à propos de cette réforme qui est engagée en ce moment, justement à la lumière de la généralisation de la couverture médicale, la réforme du système de santé, est-ce qu'elle est aujourd'hui en train de produire certains résultats? Alors, c'est une question fondamentale qui est au centre pratiquement du débat. Est-ce qu'elle produit? C'est trop tôt de le dire et c'est surtout pas un chercheur en politique comme moi qui devrait donner ça, puisque elle n'a pas encore été implémentée à 100%. Et au fait, les insuffisances actuelles du système de soins au Maroc sont en miroir par rapport à certaines prérogatives que devrait avoir la Haute Autorité de Santé. Quand on parle de réforme du système de santé, la loi cadre ne prévoyait pas la mise en place de façon dissociée et indépendante avec des mois et des années entre la mise en place. La loi cadre, avec une vision transversale, c'est de mettre en place l'ensemble des éléments. Il faut se féliciter, il y a des choses qui ont été faites de façon formidable. Il y a quelques années, on était à 14 à 20% d'assurés. Aujourd'hui, on est à 84% d'assurés.
Est-ce que ces assurés ont accès à la santé? Ça, c'est un autre débat. Parce que entre deux enfants qui sont nés le même jour, un à Casa, l'autre à Zagora, ils n'ont pas le même accès aux soins, n'ont pas la même éducation. Et donc, il y a un travail sociétal qui doit accompagner ça. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que par rapport au texte de loi, on va parler aussi du GST, qui est une réforme qui outrepasse une direction centrale pour l'ensemble du pays, mais de façon régionale. Et la politique voulue, c'est d'être le plus proche du citoyen, avec ses humes, ses coutumes, sa façon de vivre, sa géographie, son histoire, sa façon. Sauf que quand on voit un peu le texte de loi, il exclut de fait le secteur libéral, les fondations et les militaires. Et finalement, le GST, au jour d'aujourd'hui, selon la loi, ne gère que le domaine public. Or, on sait qu'au Maroc comme ailleurs, mais beaucoup plus chez nous, il y a ce qu'on appelle un tourisme médical. Donc le patient peut être vu dans un centre de diagnostic, faire une biopsie dans un hôpital militaire, avoir un avis ou une prise en charge dans le privé ou dans l'une des fondations. Et finalement, le patient, dès qu'il sort du cadre du public, on perd les données. Or, les GST, l'intérêt, c'est d'avoir ces données, c'est d'avoir la continuité des données. C'est avec ça qu'on va pouvoir tous les jours mettre à jour une politique adaptée à la région, adaptée au quartier. On a vu ce qui s'est passé à Flhaouz, on a vu ce qui s'est passé pendant les inondations. La Reich, Asela, Tanger qui est à côté n'avait même pas le même problème. C'est pour vous dire que la complexité, c'est qu'on ne peut pas avoir une politique de santé pour le Maroc, c'est pas possible. Le Maroc, est heureusement, et d'ailleurs on en s'en félicite, est pluriel. Et c'est cette politique-là, il faut l'adapter aux régions. L'adapter, c'est avoir les datas. Or, si on a les GST qui n'ont que les datas publiques, on sait que la CNSS rembourse 60%, donc il y a vraisemblablement une offre de santé de presque 60% dans le domaine libéral qui n'est pas sous le radar de l'État, pas dans le sens contribution fiscale, ça c'est un autre débat, mais dans une vision politique, citoyenne. Et enfin, on ne peut pas mettre tout ça avec l'assurance maladie obligatoire, les GST, les agences que vous avez bien citées, et ne pas mettre le vrai gendarme, le vrai réformateur, si je peux dire, qui est la haute autorité de santé. Quand on voit un petit peu les insuffisances du système de santé au Maroc, ils sont 7, pas besoin de les décrire, mais ce sont les 7 prérogatives de la haute autorité de santé. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, c'est des jours qui sont au profit d'une insuffisance du système de santé. Donc on parle de la régulation, on parle du tarif national de référence, on parle de l'accréditation, on parle de l'élaboration des bonnes pratiques médicales pour qu'il y ait pas égalité, mais équité, qu'on parle le même langage de Tanger à El Gouira, que le dossier puisse voyager, pas le patient, parce que si on a besoin d'un avis spécialisé à Casa, Rabat ou ailleurs, c'est le dossier et on va pouvoir lui apporter la valeur ajoutée puisque le diagnostic est censé être de haut niveau et donc la prise en charge thérapeutique localement ne peut pas sortir de ce cadre-là. Donc, si vous me permettez, en conclusion, la vision royale est transversale et pour l'ensemble du Maroc, pour l'ensemble des régions. La loi cadre 622 a défini un certain nombre de prérogatives de création. Il se trouve que bon nombre d'entre elles ont pris le relais, mais le fédérateur qui doit faire le maestro, si on peut s'exprimer en musique, c'est la haute autorité de santé qui tarde. C'est un élément fondamental pour la pérennité de l'AMO, la qualité financière, pour la qualité des soins, pour donner de l'équité et aussi gérer tous les conflits qui puissent exister entre partisans, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine pharmaceutique ou ailleurs. Alors vous avez soulevé tout à l'heure justement la problématique posée par l'accès aux soins au niveau des régions, surtout les régions les plus reculées, le fait d'imposer, de définir un peu le volet numérique, en tout cas l'importance du numérique, de la digitalisation dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est important aujourd'hui ? Est-ce que cela peut apporter une quelconque solution ? C'est fondamental. Ce n'est pas la solution, mais il fait partie, il n'est pas le problème, il fait partie de la solution. Sauf que pour digitaliser, ce n'est pas scanner un document, c'est deux choses différentes. Et quand on digitalise, on a une carte nationale, on va parler
La carte nationale va de Tanger à El Guera, on ne connaît pas de frontières. Si on commence à avoir 12 régions et donc 12 GST et 12 cartes sanitaires, pour peu qu'un papa voyage du nord vers Marrakech pour voir sa fille, il est hors couverture médicale. Donc il faut digitaliser, oui, mais avoir des datas, c'est-à-dire l'implémenter dans l'AGLELA et surtout l'interopérabilité. Il faut que les systèmes puissent communiquer pour l'intérêt du patient du flux et pour l'intérêt des décideurs politiques qui vont avoir une donnée, une data avec une vision à l'instant T. Et c'est ça qui va faire la différence. Docteur Bouté, il faut commencer justement par cela pour espérer élargir, en tout cas faire de l'accès à la santé au Maroc, voilà, un véritable objectif à atteindre. Oui, tout à fait. Et, en fait, un système d'information où l'informatique ne résout pas une mauvaise architecture. Donc, et ce point, tous les experts le disent. Il faut se dire que la réforme des GST répond à un grand nombre de points. C'est vrai que sur certains autres points, il faut espérer que lors de la fin de la phase pilote, puisqu'il y a une phase pilote et qu'il y a une évaluation par les autorités. Et ça, je pense que c'est une démarche qui était smart de commencer par la région de Tanger, puis ensuite d'évaluer et de donner un schéma plus, on va dire, post-évaluation pour les autres régions. Je pense que ça permettra de résoudre les quelques imperfections qui auraient été constatées. Souvent, les systèmes d'information qui sont construits autour d'une logique de facturation ou d'une logique. Cette approche, elle est dépassée. Aujourd'hui, un système d'information autour du bien-être du patient, notamment de sa mobilité. Ça a été dit par professeur Al-Fakher. Moi, en tant que citoyen, je serais rassuré de savoir qu'une pharmacie à Berkane, un hôpital à Casa, un dispensaire à Marrakech pourrait accéder à la data utile pour pouvoir justement me donner les meilleurs soins. Ce point est absolument fondamental. Se rajoute aussi sur cette couche de système d'information, produire des informations qui vont alimenter un tableau de bord. Et si on n'a pas un bon système d'information, en fait, on est aveugle et on ne peut pas avoir des mesures de correction. Aujourd'hui, la culture des tableaux de bord, elle est en plein développement. Si on voit ici autour du GITEX, dans le GITEX, on va voir qu'il y a plein de solutions. Il faudra qu'on soit aussi bon acheteur de solutions. Quelles sont les solutions qui mériteraient un développement local au Maroc parce qu'on a beaucoup de spécificités et qu'on n'arrivera jamais à faire un bon usage de solutions développées à l'étranger versus celles où il ne faudrait pas qu'on perde notre temps, il faudrait juste qu'on s'assure que ces solutions sont éthiques, qu'elles respectent notre sécurité de la data et elles pourraient être utilisées de la même façon à New York ou à Shanghai. Donc il est très important aujourd'hui de faire communiquer deux mondes pour le bien du citoyen. Le monde du métier du digital et le monde du métier des soins, au sens large du terme, au sens soignant, au sens industriel, au sens prestataire de soins et tout, au sens assureur. C'est pour cela que ce type de plateforme comme le GITEX Health Africa est un excellent terrain pour on va dire la co-construction. Docteur Sakhri, on a l'impression que le digital suscite une certaine inquiétude, en tout cas dans le monde médical, dans le monde pharmaceutique. Pourquoi on a cette impression-là qu'effectivement c'est la priorité des priorités aujourd'hui, sinon voilà, le train risque de partir sans nous? Comment dire? Un peu, parce qu'il y en a qui le trouvent comme un changement, parce qu'il faut s'habituer à ce changement. Pour beaucoup, en tout cas, c'est un bouleversement. Un bouleversement sur lequel il faut s'habituer. On a vécu ça dans le passé. L'avènement de l'informatique il y a quelques années, qui avait un peu bouleversé, donc ça fait partie de la norme. On en a chaque 10-20 ans des nouvelles technologies qui viennent et qui ramènent de la nouveauté, qui bouleversent certains métiers, qui doivent s'adapter. Nous-mêmes, dans l'industrie pharmaceutique, on est en train de s'adapter. On est en train d'intégrer de plus en plus le digital et l'intelligence artificielle dans notre vision globale
de la prise en charge. Donc on n'est plus centré sur uniquement le médicament, et même dans le développement du médicament, on intègre de plus en plus l'intelligence artificielle dans le drug discovery, dans la recherche de biomarqueurs, dans la recherche de récepteurs, dans beaucoup d'éléments, dans cette partie-là, ou de la phase qui est là, parmi les plus importantes dans le développement de médicaments. Et donc forcément, nous devons l'intégrer, comme nous devons aussi intégrer le digital qui intègre l'écosystème, et nos solutions aussi doivent être complémentaires à ce qui se fait ou ce qui est développé par nos chercheurs, ce qui est développé aussi par les startups dans le cadre du suivi des patients, dans le cadre du monitoring, entre autres, des systèmes d'information au niveau de l'hôpital. On doit intégrer tout ça pour voir comment il y a une interopérabilité, ou en tout cas il y a une lecture partagée de ces données pour qu'on puisse en tirer le maximum. Parce que là, quand on parle par exemple de données, on n'est plus sur les données démographiques ou nom, prénom, date de naissance. Là, on est sur des données beaucoup plus sophistiquées, des données de génétique, je parle sous le contrôle de professeur Boteib, de génétique, des données qui sont beaucoup plus poussées, qui permettent aujourd'hui de développer la médecine de précision, qui intègre de plus en plus l'industrie pharmaceutique et le développement de produits. Donc, on ne peut pas y échapper, on doit s'adapter. Je pense qu'un événement comme le GITEX est un bon accélérateur. Les structures telles que la fondation, telles que les centres de recherche, l'université, vont beaucoup contribuer à l'accélération et à l'intégration du digital dans le système de santé au Maroc, d'autant plus que c'est le meilleur moment de le faire avec la transformation qu'on est en train de vivre. Donc il vaut mieux le faire maintenant plutôt que dans quelques années où voilà. Donc il faut qu'il intègre cette transformation, ce mouvement, cette dynamique, et qu'on puisse vraiment l'adopter très vite. Et les opportunités sont tellement larges. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas dire peut-être comme avant que ça se passe ailleurs. Non, ça se passe ici, il faut qu'on le fasse ici, et d'autant plus qu'on a tout le potentiel pour le faire. Professeur Al-Fakher, d'où l'importance du partenariat public-privé, j'imagine. Est-ce que c'est suffisamment exploité aujourd'hui? Pour moi, c'est une obligation. Malheureusement, ce n'est pas encore très bien développé, pour la simple raison que la vision institutionnelle des partenariats publics-privés n'est pas encore adaptée au côté médical, santé. On attend toujours des textes d'application. Au jour d'aujourd'hui, il y a un appel d'offres. Or, un appel d'offres est le mieux disant. Sauf que la médecine n'est pas un commerce et le patient n'est pas un client. Donc, on doit sortir de ce cadre de partenariat pour trouver d'autres cadres de partenariat, et ça existe. C'est ce qu'on appelle les groupements d'intérêt économique, la mise en disponibilité, etc. Mais il faut que tout ça soit géré et travaillé en amont par des lois cadres qui définissent ce qu'on doit faire. Un directeur actuellement de GST a besoin de s'ouvrir au privé, il n'a pas de cadre légal pour ça. S'il le fait, il le fera par connaissance, par amitié, par méconnaissance. Or, il faut qu'il y ait des cadres qui définissent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la lacune institutionnelle par rapport au GST, c'est de voir que le privé et le public, le privé n'est pas inclus, comme les fondations, comme les militaires. Ce n'est pas dans une décision stratégique qui reste du domaine de l'État. On ne parle pas de ça. C'est pour qu'ils soient impliqués dans les décisions régionales. Avec la société civile, c'est important. On ne peut pas avoir une gestion avec les vétérinaires et tant d'autres. La vision régionale n'est pas c'est pas un ministère de la Santé divisé par 12. C'est pas ça. C'est une vision sociétale. C'est au plus proche quand on parle sociétal. Ce qui est vrai à Tanger, on parlait tout à l'heure, même entre les quartiers, les besoins des patients ne sont pas les mêmes. Avoir un chat errant qui est malade fait partie de la santé. Avoir l'eau de pluie ou une eau stagnante infectée fait partie de la santé. C'est pour ça qu'il faut, et je suis ravi que mon ami Amine en parle, il faut que dans ce cadre de réforme, que l'approche soit transversale et qu'on arrête de voir l'autre comme un client, comme un adversaire ou comme qu'il vient en fin de parcours. Il y a besoin de se parler, d'abord de s'écouter. Déjà, une question comprise, c'est à moitié répondu. Il faut d'abord qu'on s'écoute, qu'on comprenne un peu les besoins, les attentes et les avantages des uns et des autres, et qu'on construise ensemble. L'industrie pharmaceutique,
doit, comme nos collègues des officines, doivent faire partie intégrante. Ils ont leur rôle à jouer. Il faut redéfinir l'ingénierie. On est heureux de voir un petit peu, vous avez vu un petit peu le budget de l'État en matière de santé qui a grimpé. Les postes budgétaires sont énormes, mais in fine, le patient n'a pas encore cette approche qu'il y a une amélioration. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas toujours un problème financier. Bien évidemment, on a besoin de finances, mais il va falloir revoir notre façon d'ingénierie, redéfinir les relations, donner à chacun sa place et le faire avec une intelligence sociale. On parlait d'intelligence artificielle, mais il faut aussi de l'intelligence humaine, une intelligence d'écoute, de partage. Et c'est sur cette base-là, avec l'échange, qu'on va définir notre propre système de santé qui n'est autre qu'au proche du patient, donc forcément sociétal. Voilà. Professeur Boutaïeb, vous voyez à travers tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, il en ressort qu'il nous faut quand même au Maroc un bon système d'information. Cela a été dit expressément. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour mettre en valeur, pour mettre en lumière, quelles priorités faut-il engager pour mettre en lumière justement ce processus de bon système d'information? Il faut commencer par quoi? Il y a le travail qui est fait par le ministère de la Santé qui est d'exprimer le besoin d'un système d'information qui matche avec la régionalisation de la santé. Est-ce que le ministère de la Santé arrive quand même à suivre le mouvement? Parce que c'est un mouvement qui est rapide. Alors, c'est un chantier qui, je pense, assez avancé, notamment celui du dossier médical commun. Avec la CNSS, elle annonce la feuille de soins. Donc ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. L'autre point qui est fondamental et qui ne sera pas couvert par ces deux chantiers parce que c'est aussi une réflexion sociétale, c'est toute l'information qui n'est pas produite de façon formelle, mais qui est produite par des applications, par des systèmes embarqués. Aujourd'hui, on parle de réalité augmentée, on parle de dispositifs embarqués, on parle d'une médecine qui va arriver dans 1 ou 2 ans ou 3 ans. Mais on est déjà chacun d'entre nous producteurs d'informations personnelles de la santé. Regardez le nombre de nos auditeurs qui ont des applications, nombre de pas marchés, rythme cardiaque, tension artérielle, pour certains contrôle de glycémie, etc., etc. Si on ne pense pas à une architecture qui intègre la captation de la data des dispositifs externes, on aura raté quelque chose. Parce que la tendance mondiale va vers un pot commun dans lequel on met toute l'information qui est nécessaire, qui donnerait des tableaux de bord aux décideurs, qui donnerait des chiffres précis qui pourraient même sauver des vies. Je vous donne un exemple simple, je suis sûr on va parler aux auditeurs. Vous avez des applications qui sont en free access pour les patients qui ont maladie d'Alzheimer ou qui ont des handicaps ou qui ont d'autres démences. Ces patients-là, leurs enfants, leur téléchargent des applications qui permettent de définir un périmètre d'éloignement de la maison. Si on s'éloigne d'une certaine distance, ça va sonner. Si le patient chute, ça va sonner et tout, etc. Si on n'intègre pas une législation qui est friendly vis-à-vis de ces dispositifs, le Marocain ira chercher ces solutions en ligne, il ira les télécharger ailleurs et ça va être... C'est assez délicat quand même. C'est assez délicat. Ah ouais. Donc plutôt que de refuser la réflexion, il est important de l'intégrer et de mettre des barrières de réflexion. Des barrières, pardon, non pas de réflexion, mais des barrières d'entrée et des garde-fous. C'est le terme que je cherchais. En tout cas, du côté de la CNDP, il y a une démarche que j'applaudis, qui est très bénéfique puisque la CNDP a créé une commission pour la réflexion sur l'utilisation des données en santé à but recherche, en intégrant différents acteurs du public, du privé. Et je sais que la CNDP n'est pas loin de sortir des recommandations nationales qui vont être à la fois protectrices pour notre data, mais aussi souples pour l'exploitation à visée de recherche. Donc, je conclurai vraiment en disant, formalisons
au risque d'avoir, on a parlé durant des années de l'économie informelle, au risque dans 5 ans de parler du digital informel. Et ça sera beaucoup plus difficile d'intégrer un digital informel dans 5-6 ans plutôt que de lui laisser une place régulée dès le départ. Voilà, docteur Sakhri, là vous êtes quelque part interpellé indirectement. Hein. C'est un problème qui va se poser directement, j'imagine, au niveau de l'industrie pharmaceutique. Tout à fait. Je pense qu'on est sur une dynamique ou une approche de régulation. Ouais. Parce qu'on est tout début, on ne sait pas comment ça se passe. On a une opportunité. Il ne faut pas freiner l'innovation. Il faut la réguler. Il faut la contrôler pour éviter des déviations, surtout avec des problématiques de cybersécurité. Oui, les données de santé. Plus que certains produits pharmaceutiques, on les trouve sur les réseaux sociaux à tout va. Ils sont très sensibles. Il faut faire attention, mais faire attention ne veut pas dire arrêter au surréglementé. Parce que on est dans l'innovation, il faut aussi être agile et laisser les idées un peu aller au bout de leurs idées, mais mettre les garde-fous, ça c'est important. Et c'est pour ça quand je parlais tout à l'heure de gouvernance et de loi, il faut qu'elles accompagnent. Il faut rendre le Maroc attractif pour une innovation qui est génératrice d'économie, d'innovation, d'économie de connaissances, de développer l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a encore une fois un gros potentiel pour que les programmes cliniques qui sont faits un peu partout dans le monde quand il s'agit de l'industrie, qu'on puisse les faire et qu'on puisse avoir une destination avec des centres de recherche tels que le centre Mohamed VI d'innovation et de recherche, d'autres centres aussi, pour qu'on puisse avoir des centres de référence, d'excellence dans la recherche, de la production et voilà, que ce soit dans la recherche transnationnelle, recherche pharmaco-économique, recherche du type real-world evidence, entre autres, et la recherche clinique, parce qu'encore une fois, il y a un énorme potentiel. Donc, oui, pour la régulation, oui, pour le contrôle, mais en même temps, il faut que les mécanismes soient attractifs pour qu'on puisse être dans l'avant-scène de la recherche et de l'innovation dans la santé et de l'industrie pharmaceutique. Professeur Fakhir, voilà, vous êtes un fin observateur de l'évolution, en tout cas du domaine de la santé au Maroc. Moi, j'aurais voulu connaître un peu votre point de vue, votre jugement sur la réforme qui est en cours, la réforme du système de santé. Est-ce que, à votre avis, cela produit certains effets aujourd'hui, certains résultats? Je pense que c'est trop tôt de parler de retour sur expérience. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait bouger du monde. Et il y a une véritable prise de conscience de l'intérêt de la santé, dans le vrai sens du terme, de l'intérêt de prise en charge du patient, du citoyen. Donc l'approche est devenue beaucoup plus focus sur le citoyen. On a eu l'expérience, nous comme tous les pays du monde, sur le Covid. On s'est rendu compte que finalement, d'abord, on ne peut pas apporter un système et l'implémenter. Du plug and play ne marche pas. Les meilleurs systèmes au monde avaient les difficultés les plus élevées. Donc finalement, on a réussi avec nos ressources humaines que j'applaudis. Bien évidemment, il y a eu des décès que je déplore et ça, c'est l'Arhamou Saloum. Mais d'un autre côté, on a compris que finalement, il va falloir réguler, mais partir sur l'existant. L'existant au Maroc, c'est ces hommes et ces femmes. Les ressources humaines sont fondamentales. Et pendant le Covid, comme au jour d'aujourd'hui, comme il y a quelques années, ce qui fait le bonheur des pays occidentaux, c'est nos confrères, concitoyens, marocains et aussi maghrébins. Et donc, on a non seulement de la matière grise au Maroc, mais aussi le Maroc produit de la matière grise à l'export. Quand on voit un petit peu les grands chercheurs, les grands chefs de service sont des Marocains qui ont fait leur vie là-bas, mais qui seraient heureux et honorés de donner en retour au Maroc pour peu que les conditions soient optimales. Donc, est-ce que la réforme marche? Elle est en cours. Malheureusement, encore une fois, elle est incomplète parce que c'est une roue dentée. Et dans ce cas, vous parliez tout à l'heure de la CNDP, vous avez parlé aussi de la digitalisation par le ministère. Au fait, mon approche est ambiguë.
en même temps, c'est le clown qui pleure. D'un côté, je dois qu'applaudir parce que c'est magnifique et on est en train de réglementer. D'un autre côté, c'est pas leur prérogative, c'est la prérogative de la Haute Autorité de Santé. L'intelligence, l'IA, la santé numérique, est une prérogative de la Haute Autorité de Santé. Donc la CNDP est là ses prérogatives, mais n'a pas à donner elle peut donner un Quel avis. devrait être dans ce cas-là son rôle à la CNDP? Alors, encore une fois, je ne voudrais pas dépasser mes compétences, mais la CNDP, c'est l'institution qui est là pour sauvegarder notre patrimoine, quel que soit que ce soit en data, que ce soit en nom, prénom, pathologie, etc. Et donc, livrer des avis, c'est fondamental. Mais on ne peut pas le faire en dehors d'un côté médical qui est censé être représenté par la haute autorité. Donc pour moi, le système est en marche. Il y a une prise de conscience avec une clairvoyance royale, avec une vision politique de très haut niveau. Et donc, on n'est plus dans une vision gouvernementale, on est dans une vision d'État, et ça change les choses. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut qu'applaudir. Maintenant, encore une fois, comme mes collègues, on demande à réguler. On ne peut pas brimer, on ne peut pas arrêter, mais il faut donner le cadre législatif. On parlait tout à l'heure de la recherche des acteurs de soins, enfin surtout la pharmacie, c'est leur métier de produire. Maintenant, si on leur donne nos besoins, c'est tellement plus simple et mieux pour tout le monde. Eux, c'est leur métier, ils vont produire, mais nous, c'est nos besoins. Plutôt que de les laisser produire des choses dont on n'a pas besoin et faire des conflits, là, on est dans une vision globale, puisqu'ils ont les dotés, ils ont un bon de commande sur une certaine pathologie et là, on va pouvoir accompagner et c'est une dynamique. C'est de l'ensemble. L'intérêt, c'est un intérêt de l'État, c'est un intérêt du pays. Le Maroc est un hub et il est, on l'a vu, la Coupe d'Afrique et dans d'autres, il est copié, il est suivi. Il faut qu'on soit le véritable hub. Et on peut le faire, mais on ne peut le faire que de l'intérieur d'abord, pas avec une véritable vision carrée, plutôt que des approches occasionnelles. Ouais. Professeur Boutaïb, on le voit, la réforme du système de santé est en marche. Est-ce que cela a un impact sur le patient, sur les coûts? Est-ce que ça a un impact sur la qualité de soins? Comment vous imaginez l'avenir, j'allais dire, à court terme? En fait, alors d'abord, je demeure aussi d'abord citoyen, ensuite praticien hospitalier, avant d'avoir la casquette recherche. Je dirais, autant que citoyen, la réforme du secteur de la santé me semble très intéressante parce que, on va dire, pour une fois, déjà on est sûr que la direction est bonne. On a la couverture médicale universelle, on a la couverture sur tout le territoire et on a le principe de la régionalisation. Les imperfections, elles existent dans n'importe quel système. Soyons optimistes et faisons confiance pour qu'elles soient justement réglées. Pourquoi elles seront réglées? Parce que le législateur a prévu des mécanismes, notamment la Haute Autorité de la Santé, qui va intervenir comme étant un player neutre, qui fixe les règles du jeu et qui va mesurer le degré de conformité des structures de soins et des politiques de soins avec ces guidances, c'est-à-dire ces recommandations. Et je demeure de plus en plus confiant. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est de moins en moins dogmatique au Maroc et c'est ça ce qui est positif. On parle de ce genre de sujet avec beaucoup de liberté. Et on a beaucoup aussi, plus d'ouverture d'esprit. Et on a une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, on se challenge. C'est vrai que vous allez avoir peut-être des personnes qui vont vous dire on voudrait moins d'accès à la data parce que notre data est précieuse. D'autres qui vont vous dire plus d'accès à la data parce qu'on veut la valoriser à but de recherche. Mais déjà, il y a un terrain de dialogue et il y a aussi de plus en plus de compétences ici au Maroc, des métiers qui, il y a 10-15 ans, n'existaient pas. Je rappelle qu'il y a 10-15 ans, on n'avait pas de pharmaco-économiste, on en a aujourd'hui. On avait des métiers qui étaient complètement absents aujourd'hui.
Ils sont présents. Et à contrario, dans 10-15 ans, certains métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus. À cause de l'IA peut-être, mais soyons optimistes. On dira que, en tout cas pour le personnel de la santé, les individus qui risquent d'être en difficulté sont ceux qui ne seront pas tech-friendly ou bons utilisateurs de l'intelligence artificielle. Ceux qui vont savoir prendre la vague vont pouvoir, on va dire, faire leur métier dans de meilleures conditions et avec de meilleurs résultats. Docteur Sakhri, et les multinationales dans tout ça, quel est leur rôle en termes de transfert de données, en termes de transfert d'expertise? Est-ce que c'est un mal qui fait du bien pratiquement pour le Maroc? Sur le transfert de données, c'est clair, voilà, comme on a dit un peu. Je parle surtout en termes de formation des cadres aussi. C'est l'élément central. Je pense que dans un système de santé, l'élément ressources humaines, comme le disait Sefaret tout à l'heure, il est central parce que il y a l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, elle est pérenne et elle est indispensable. Comme on dit, l'intelligence artificielle ne sera que l'extension de l'intelligence humaine qui va accélérer, faciliter certains actes ou activités qui sont faites aujourd'hui, mais que demain, elles vont être faites par l'intelligence beaucoup plus rapidement, ce qui va assurer une meilleure performance du système, rapprocher ou travailler sur les régions éloignées quand il s'agit de télémédecine, par exemple. Donc, c'est clair que la formation des cadres et la formation est importante. Aujourd'hui, il faut se poser la question. On parle d'intelligence artificielle, on parle de solutions. Combien dans le système de santé sont formés à l'intelligence artificielle? Ne serait-ce qu'on ne va pas avoir des ingénieurs, mais un minimum de connaissances qu'il faudrait avoir aujourd'hui. C'est comme l'informatique, je reviens à l'informatique, où il faut maîtriser un minimum pour pouvoir manipuler un ordinateur. Voilà. Et tout voilà. ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mélange des genres là aussi? Absolument. Entre le médecin, ses compétences effectivement Absolument. médicales, du jour au lendemain transformé en ingénieur, Absolument. en technicien? Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut songer dès maintenant à ce que les médecins ou le personnel médical, au sens large, puissent être formés sur nouvelles technologies pour qu'ils puissent les adopter plus rapidement, savoir les utiliser et en faire profiter les patients. Et ça, c'est un élément, je pense, qui doit intégrer toute cette dynamique. Il doit être pris en considération. Il ne faut pas oublier, parce que les end-users, comme on dit, c'est eux. Si un médecin ou un infirmier refuse d'utiliser un système d'information au niveau de l'hôpital, rien ne marchera. Rien ne marchera. On n'aura rien du tout. Donc, il faut commencer par là, à vendre cette nouvelle technologie et aussi à ce que ces nouvelles technologies soient adoptées vite et qu'ils voient l'intérêt, ils voient l'impact que ça a sur les citoyens. Professeur Fakher, vous voyez comment le médecin de demain, vous imaginez poser sa candidature dans un grand hôpital et on lui demanderait comme condition, en plus d'être médecin évidemment, et d'avoir des connaissances en ingénierie, en informatique? Alors, je me suis amusé depuis quelques mois à travailler sur une application en radiologie, de téléradiologie, par l'IA. Et j'ai appris que l'IA te donne cette force d'être toi-même développeur. En l'occurrence, elle ne t'apprend pas à faire un script et à faire un prompt. Et donc finalement, les médecins de demain la formation médicale doit changer. On ne doit plus former en 2026 la même formation qu'on a eue il y a quelques années, sans dire de date. Bien évidemment, la formation doit changer. L'information existe sur le web. Tous les enfants sont connectés actuellement. Ils ont tout. Donc finalement, il faut leur donner la base, beaucoup de déontologie, énormément d'empathie, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont 18 et 19 qui font médecine. Avec tout le respect que je dois au crack, ce n'est pas toujours le meilleur sur le plan empathie. Il y a des gens qui sont 11-12, mais il a le cœur pour l'ouvrage, il est au patient, etc. Donc il faut revoir un petit peu notre candidature pour la médecine, il faut revoir le truc. Deuxièmement, il faut apprendre à l'étudiant où aller chercher l'information. Nos amphithéâtres ne doivent plus être ce qu'elles étaient. Un prof qui dicte, ça doit être un espace de débat et d'échange. Les choses, l'étudiant doit pouvoir faire avec son smartphone, avec son PC, avec de l'IA, pouvoir trouver la bonne académie pour la formation, pour l'accompagnement, etc. Avoir oublié
une valeur ou ne pas savoir multiplier n'est pas un problème. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, elle constitue la base pour l'examen final. Donc il faut qu'on se revoie nous-mêmes en tant que professeurs, en tant qu'enseignants pédagogiques, revoir un peu la formation. Il faut l'adapter. Et probablement, on n'aura pas besoin des 7 ans, on aura besoin de beaucoup moins, sans donner de chiffres. Et le reste, c'est d'emblée apprendre aux médecins de comprendre la question et de poser la question. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui et de demain sera là pour nous accompagner, mais il n'est pas là pour reprendre d'abord nos insuffisances. Donc il faut que, plutôt que de parler de médecin ingénieur, c'est un médecin stratège. Il est dans la néphrologie, la pratique de tous les jours, il voit qu'il y a un examen qui est répétitif par sa secrétaire et qui est chronophage, qui prend du temps, avec un retour au patient qui n'est pas agréable. On peut retravailler ça, il peut juste poser la bonne question, l'IA l'accompagnant. Donc il y a, je pense que dans le cadre de la réforme du système de santé, on en parlait tout à l'heure, j'ai dit sociétal, mais aussi académique. Quand on parle de ça, on parle aussi des techniciens, de laboratoires, des aides-soignants. Tout le monde doit être augmenté et cette augmentation doit être familiale, transversale et généralisée pour l'ensemble des... Alors, il nous reste pratiquement 3-4 minutes. Voilà, je vais vous donner la parole, ne serait-ce qu'une minute pratiquement comme réponse. La question est, est-ce que l'innovation, à travers tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, est-ce qu'elle est réservée à une certaine élite ou bien est-ce qu'elle est accessible à tous? Aujourd'hui, comment vous la voyez? Je pense en moins d'une minute. D'abord, l'innovation n'est plus purement technologique et ne coûte pas plus cher. On n'est pas dans l'innovation thérapeutique. L'innovation peut être une innovation de circuit patient, de connaissances, de risques. Et donc, l'innovation a changé un peu. Donc, c'est une innovation, l'intérêt du patient, bien évidemment, accompagné de tout ce qui est médicaments, matériel médical. Mais au jour d'aujourd'hui, on parle de l'innovation, de la création de la loi de soins 2022, de cette innovation de pouvoir débattre, comme le disait si bien cher ami, de débattre, d'échanger et de le faire dans un cadre agréable et le reporter aux institutionnels. Docteur Sahri. Je pense qu'on est encore une fois sur une transformation qui a 2 piliers majeurs. Le premier, c'était l'équité qu'a expliqué le professeur Boutaïb tout à l'heure et l'intérêt de cette équité qui est un changement radical et qui donne le droit aux soins et aux mêmes soins à tous citoyens, et ça c'est le premier. Il y a aussi la qualité et l'excellence des soins qui est important parce qu'aujourd'hui, il faut donner des soins, mais que ces soins soient de qualité aux standards internationaux, et c'est là où on trouve l'innovation au sens large. Je m'attarderai plus sur l'innovation dans le médicament. Elle est très importante. Elle est un levier majeur d'un point de vue économique. On ne parle pas de prix du médicament, on parle de valeur du médicament et ce qu'il apporte au patient, à sa famille. La valeur sociétale, elle est importante. La valeur économique en termes de productivité, pour ces patients, elle est énorme. La valeur économique aussi pour les organismes d'assurance par rapport au coût. Parfois, le coût immédiat peut être important, mais sur le long terme, il peut non seulement sauver des vies, mais faire des économies substantielles au système de santé. Et donc, il faut regarder la santé et le médicament comme un investissement et favoriser, accélérer l'intégration et son intégration de l'innovation médicamenteuse, mais au sens large, dans le système de santé, et pas considérer cette innovation comme un luxe, mais comme un droit, et que ça soit la norme. Voilà, docteur, professeur Boutaïb, c'est à vous. Dernier mot. Je pense que l'innovation, c'est surtout un état d'esprit. Lorsqu'on parle, par exemple, d'une innovation, d'un nouveau médicament qui rentre et qui serait trop cher, d'accord. Mais derrière, ne peut-il pas y avoir une innovation dans comment le rendre plus accessible dans notre contexte local? Donc, en fait, l'innovation, elle ne s'arrête jamais. C'est un état d'esprit. Elle peut être managérielle, elle peut être organisationnelle, elle peut être de la R&D, elle peut être... Mais l'état d'esprit, c'est surtout de se dire que lorsque le train du progrès est en marche, et aujourd'hui les progrès médicaux sont absolument énormes, technologie, médicaments, systèmes d'information, il faut prendre le train et ne pas le rater. Voilà, il faut prendre le train qui ne nous laisse pas sur le quai de la gare. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Saber Boutaïeb, directeur du centre Mohamed VI pour la recherche et l'innovation. Je vous remercie également,
Dr Amin Sakhri, président des entreprises du médicament au Maroc. Remerciements également au professeur Fakir, Youssef Fakir, chercheur en politique de santé. Merci à vous, merci infiniment pour vos explications déjà et d'avoir partagé avec nous votre passion. On l'a senti au cours de ces entretiens, votre passion pour vos métiers respectifs, pour peu qu'on puisse évidemment le qualifier de métier. Tant vous vous consacrez déjà corps et âme à vos activités et surtout à la bonne santé de tous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. L'heure des experts avec l'EM, les entreprises du médicament au Maroc.